bonsoir à tous, merci d'être là. Je vais essayer d'être très rapide comme d'habitude pour qu'on passe un maximum de temps sur la conférence en elle-même. Très content de vous avoir encore parmi nous pour ce troisième tag. On est très content d'accueillir ce soir Malte Martin, que l'on ne présente plus, qui compte dans le milieu du graphisme à l'heure actuelle. On va tout d'abord laisser la parole à Malte quelques minutes. On va enchaîner avec un diaporama présentant son travail, et puis je vous propose après d'échanger avec Malte Martin sur ce que vous aurez vu et toutes les questions que vous souhaitez poser. Je peux raconter d'où je viens et d'où vient cet atelier. Métissage, pourquoi ? Parce que je suis né à Berlin, j'ai fait mes études à l'école des beaux-arts de Stuttgart et puis à Paris, à l'ENSPA. Et effectivement, dans quelque chose qui restait dans une filiation du Bauhaus, qui en Allemagne, dans les filières design graphique, reste un repère fort. Et quand je suis venu en France, j'ai pu travailler chez Grappus, qui était juste 1 an, 2 ans avant la dissolution de ce groupe un peu mythique qui a refondé le graphisme en France après 68, et qui ne vient pas du tout du même monde, qui ne vient pas de ces avant-gardes des pays d'Europe du Nord, Bauhaus, De Stijl, Arts and Crafts, l'école suisse, etc., qui vient d'une pratique autour de l'affiche comme moyen d'expression politique, et plutôt, si on veut le rattacher à une école graphique, rattaché à l'école polonaise, où une bonne partie des membres de Grappus ont fait leurs études, et qui était une école plutôt de peintres affichistes. Ici, on voit que l'histoire du graphisme en France, avec les ancêtres, c'est-à-dire Toulouse-Lautrec, un peintre qui est devenu affichiste, se poursuit jusqu'aujourd'hui, parce qu'y compris pour moi Grappus est d'abord et avant tout une histoire de peintre affichiste. Mais il ne faut pas s'arrêter à Grappus, y compris dans les jeunes générations, des noms que vous connaissez peut-être, les M&M, Matthias Schweitzer ou d'autres, restent des gens qui concentrent leur travail autour de l'affiche et autour d'une pratique d'image qui est presque une pratique de peintre. D'une certaine manière, aujourd'hui, ce que je pratique est une forme de métissage entre ces deux écoles. Et je dis ça en introduction pour mieux comprendre peut-être ce qui va suivre. Mais deuxième préambule, c'est effectivement de dire je ne travaille pas seul. Là, en ce moment, on est plutôt 3 du noyau dur. Mais voilà, c'est important de comprendre que ces choses se construisent aussi avec cette complicité-là et ces allers-retours entre moi et les graphistes avec lesquels je travaille, qui sont un échange très, très serré dans le quotidien. Il y a une 4e personne qu'il ne faut pas oublier. Il s'occupe de l'administration et de la production des projets, surtout des projets dans l'espace public. Et ça, c'est un luxe pour un studio de création, d'être soulagé de ce côté-là, au niveau administratif, gestion de la production, qui fait que nous, on peut un peu plus se concentrer sur le travail de création. Voilà l'équipe de base qui souvent, bien sûr, est étoffée par des stagiaires ou par des freelances sur des compétences qu'on n'a pas en interne. J'ai ouvert il y a 15 ans un laboratoire qui s'appelle Agraph Mobile, où là j'expérimentais des choses qui étaient souvent des autocommandes ou tout simplement des projets de recherche. L'idée de ce laboratoire, c'est de réinjecter de temps en temps ces résultats de recherche dans le travail de commande et de s'enrichir de ce côté-là. Et du coup, je commence par Agraph Mobile. D'une certaine manière, on commence par le laboratoire, mais vous allez voir quand on re-switch sur le travail de commande de l'atelier, ainsi de suite, on va faire un aller-retour entre les deux. Ce travail a commencé dans une résidence de graphistes à Chaumont, où il y a le festival, et où on a instauré pendant quelques années un système de résidence où un graphiste pouvait travailler dans la ville et en s'impliquant sur ce territoire, en travaillant avec les gens, en impliquant les habitants. On a commencé avec quelque chose qui s'appelait « Comment ça va ?» C'est pas un travail de commande, c'est moi qui ai envie de travailler sur une thématique. Et ensuite, dans ce cas,
je me suis posé comme un graphiste public. Vous connaissez des écrivains publics, des gens qui peuvent être par exemple dans un bureau de poste, et quand il y a quelqu'un qui ne sait pas écrire une lettre d'amour, il peut trouver les mots pour le faire, etc. Ça, c'est un écrivain public. Moi, j'ai dit dans le journal local, je suis un graphiste public. Dans cette année du centenaire de la liberté de s'associer, toutes les associations constituées à Chaumont peuvent venir me voir et je les écoute pendant 1 heure sur leur motivation, le pourquoi, comment de leur engagement, et je vais dessiner dans un langage de pictogramme ce que j'ai compris de leur engagement. Et ensuite, on a fait ça avec 200 autres personnes dans des ateliers d'initiation graphique. Et alors, à la fin de cette année-là, 50 signes dessinés par moi, 200 autres faits par des gens de tout âge, de toute origine de cette ville. Et le tout devenait alors une forme de galaxie des engagements réels et rêvés de cette ville. Et ça s'est exposé sous cette forme sur la place de la mairie. Là, la photo est prise d'en haut de la mairie. Ça, c'est à Fontenay-sous-Bois, banlieue parisienne, où il y avait une sorte de petit festival graphique qui demandait à des graphistes d'investir un lieu dans l'espace de la ville. Et je l'ai fait autour de ce coin en demandant à une femme écrivain de m'écrire sur mesure un texte qui fait 90 degrés, c'est-à-dire qui tourne autour d'un coin. Là, par exemple, c'est les graphistes, souvent dans la plupart des cas, dans nos commandes, on nous donne un texte et c'est à nous de le mettre en scène graphiquement. Là, c'est l'inverse. J'ai une idée où je veux investir un espace et je demande à l'écrivain d'écrire sur mesure pour mon objet. Ici, on rentre de nouveau un peu plus presque dans une commande, c'est-à-dire c'était un dispositif pour l'inauguration de la Cité de l'Immigration, où j'ai pu chercher des textes dans les fonds des associations et des chercheurs qui ont constitué au départ cette cité, et j'ai mis du coup en scène à l'extérieur et à l'intérieur les phrases que j'ai pu tirer sur l'histoire de l'immigration. Avec des mobiliers là, construits pour, c'est-à-dire c'est à la fois un travail scénographique et de design graphique. Bobigny, c'est une formule très intéressante qui existe en Seine-Saint-Denis où un artiste ou un auteur ou un designer ou un écrivain est invité pendant 1 an dans un collège et c'est le collège qui doit postuler comme le créateur pour être dans ce programme. Et ensuite, on a une salle qui est mise à disposition comme un petit atelier, c'est-à-dire on n'est pas dans la salle de classe, j'emmène les mômes ailleurs pour les faire voyager complètement ailleurs et sortir de l'univers scolaire. C'était une salle complètement blanche que j'ai fait peindre en blanc, y compris le sol. Il fallait rentrer avec des chaussons comme dans un espace protégé. Et ensuite, on a travaillé sur la question des signes. Fais-moi signe, s'appelle ce projet. C'est une question qui m'intéresse beaucoup, qu'on verra ailleurs, dans d'autres projets. En disant, chacun de nous est un émetteur de signes. La manière comment on va s'habiller, comment on va parler, les gestes, tout est signe. Et quand on se balade dans la ville, tout est signe. Les enseignes des magasins, les signes de la voirie, les 4x3. On est dans une jungle de signes quand on est dans une ville. Et comment on se comporte dans cette jungle, comment on vit dans cette jungle en faisant signe nous-mêmes et comment on négocie avec les signes qu'on nous impose ou les signes préexistants, les signes préfabriqués et peut-être notre propre désir de faire signe. Mais on ne s'est pas contenté à rester dans la salle de classe. À un moment donné, on est sorti et on a semé ces choses-là dans la ville. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai réfléchi sur ma création, sur ce que moi je voulais laisser comme trace. Et j'avais décidé justement de ne pas faire une création
que je pouvais emporter, mais de leur laisser une création dans la cour de récré. C'est là où je les ai attendus chaque fois qu'on travaillait avec eux. 500 mômes dans une cour de récré comme ça, qui courent dans tous les sens, et j'ai appelé ça la galaxie des mouvements. Et voilà, ce qui est resté dans la cour, c'est cette immense fresque, et qui a été très vite adoptée par eux, et qui aujourd'hui encore, quand vous allez sur Google Maps, ça c'est une image Google Maps, est devenue l'image de marque pour boucler la boucle de ce collège. Mot public, c'était une première fois l'expérimentation de ces choses-là faite à Chaumont, expérimentée à Chaumont, dans une ville moyenne de 20-25 000 habitants, assez à taille humaine, à Paris, dans un quartier qui s'appelle Saint-Blaise, vers la porte Montreuil, qui était en restructuration totale, avec une bibliothèque au bas d'un immeuble HLM qui fermait, une autre bibliothèque qui s'ouvrait plus loin. Mais on m'avait confié un peu la mission de réfléchir comment garder à cet endroit-là, parmi ces immeubles HLM, il y a 15 000 personnes sur une dalle, comment continuer à cet endroit de travailler sur les mots dans la ville. Une forme de bibliothèque hors les murs. Et j'ai travaillé sur la notion de voyage dans son propre quartier. Et par exemple, dans ce dispositif-là, on a fait ça sur 3 ans aussi. On avait un mur qu'on avait négocié dans des immeubles. 4 mètres sur 5, c'est énorme, hein, c'est beaucoup plus grand qu'un 4 par 3. Et où moi, j'affichais des phrases sur 3 mois, régulièrement, pour provoquer des retours des habitants qu'on interviewait avec une équipe de médiateurs sur la place publique à partir de laquelle on pouvait voir ces affichages, sur leur ailleurs, sur leur notion de voyage. Et les résultats de ça, on les affichait en bas des immeubles sur plusieurs points pendant 3 mois. C'est-à-dire, c'est une interaction sur 3 mois entre mes affichages à moi, les réactions des habitants, immédiatement, la semaine après, transformé aussi en journal mural qu'ils pouvaient lire régulièrement chaque semaine. Et ça a fini avec une installation pendant une nuit blanche où on a donné ces récits à la fois en création sonore, les points de lumière que vous voyez dans ce square en bas, dans les buissons cachés, etc., contenaient en même temps des installations sonores qui redonnaient ces récits-là, et en même temps une projection monumentale sur les immeubles qui se transformait du coup en écran et qui, d'une certaine manière, redonnait ce que les gens à l'intérieur vivent à ceux qui étaient spectateurs en bas dans cet amphithéâtre. Aussi une forme de jeu avec une carte topographique du quartier. Alors comme je disais, là, on n'est plus dans le graphisme ou le design graphique proprement dit. On est plutôt dans du spectacle vivant. C'est-à-dire on est dans une forme de performance qui, bien sûr, travaille beaucoup avec les outils du designer, du graphiste, mais qui va plus loin, qui met en scène ces ingrédients-là. Voilà, là on revient à l'atelier graphique. Comment ce travail revient ? Alors, on a un exemple vraiment phare, c'est le travail pour le théâtre de l'Athénée à Paris, qui est venu après quelques années de pratique à Graphmobile. Et vous avez bien observé que dans ce travail à Graphmobile, c'est souvent un travail très minimaliste, souvent un travail avec les mots, noir et blanc. Le travail à Graphmobile a commencé avec une réflexion que je me disais, une des raisons pourquoi je suis devenu graphiste, et pas peintre, parce que j'étais aux Beaux-Arts, dans les écoles de peinture, de plasticiens, etc., c'était le fait que, pour moi, la pratique de l'artiste était souvent enfermée dans un musée, dans une galerie, dans un centre d'art, là où le graphiste, d'une certaine manière, avait vocation d'être un
pratiquer une forme d'art public qui s'adresse assez immédiatement au plus grand nombre. Sauf que c'était de moins en moins vrai et l'espace public était de moins en moins accessible à ce type de graphisme qu'on pratique. On est très loin de la notion d'agora des Grecs où l'espace public est l'espace des imaginaires de ceux qui y habitent. On est plutôt colonisé par des signes et des images qui ne sont pas faits par ceux qui y habitent, mais qui veulent vendre quelque chose à ceux qui y habitent. Et avec le théâtre de l'Athénée, on a eu la première fois la possibilité de l'injecter dans une commande. C'est-à-dire les directeurs de théâtre à cette époque-là avaient très peur de cette radicalité, de faire que du texte. Ils me disaient, Malte, t'es bien gentil, mais c'est super austère, les gens vont s'ennuyer, c'est triste. Et le premier qui s'est laissé convaincre, c'est Patrice Martinet de l'Athénée, qui lui, justement, privilégie les textes comme premier choix, au-delà du metteur en scène, et qui me disait, OK, tu as raison, la matière première du théâtre, c'est le texte. Mais je ne veux pas seulement juste dire le texte technique d'une affiche. J'aimerais bien qu'on laisse parler cette matière première en termes littéraires, un avant-goût artistique à ce qui va se passer sur scène. C'est-à-dire, est-ce que chaque fois, tu es d'accord de me donner une citation de la pièce ? Et c'est ça qui va être en fait le cœur de l'affiche. Et voilà, on voit les premières tentatives. Ici, par exemple, c'est une pièce qui s'appelle Eau dormante, sur une forme de suicide, de quelqu'un qui se suicide dans des eaux calmes. Et voilà, la typographie se suicide au bord de l'image. Et ensuite, la marque du théâtre est devenue ce travail avec le texte. On ne va pas perdre ça. Alors, on va encore aller plus loin même. On va faire que ça dans l'affiche. Ça va être un jeu de devinettes. C'est-à-dire, on demande aux spectateurs de deviner de qui est cette citation. Et les 3-4 pièces en bas, on pouvait dire « Ah, c'est plutôt Beckett, c'est plutôt un tel, c'est plutôt un tel ». Et vous voyez qu'il faut avoir du courage comme directeur de théâtre de dire sur une affiche ce que je veux vendre, mes pièces de théâtre, les dates que tout le monde doit comprendre, le numéro de téléphone, tout ça, c'est microscopique à côté de ce qu'on a à dire. Mais c'est ce qui marche toujours aujourd'hui, d'autant plus que c'est un jeu qui rebondit sur l'actualité. Comme on a un truc à dire, d'autres ont aussi des choses à dire, et des commentaires, etc. Quelques pages de l'intérieur qui alors sont uniquement basées sur à la fois des citations et un jeu qui peut paraître très abstrait, mais qui parfois a des significations par rapport au texte, entre ces formes très constructivistes, des rangs et des bars. Les bars, c'est le théâtre, les rangs, c'est les spectacles musicaux. Voilà, on était dans la commande, dans l'atelier graphique. On re-switch un peu sur le signe et l'espace. Une exposition au Centre Pompidou qui s'appelait « De la lettre à l'image » sur la Galerie des enfants pour travailler avec des commissaires d'expo sur tous les procédés artistiques et de design que les créateurs utilisent pour les rendre accessibles aux mômes. Et dans ce cas, on n'est pas seulement graphiste qui dit je fais le titrage, les cartels de l'espace d'expo, mais en fait, on conçoit des dispositifs visuels d'initiation graphique avec les commissaires. Korea Now, qui était une expo, un design d'expo qu'on a fait récemment avec un catalogue pour cette expo de design en Corée au musée des Arts Déco, avec des mobiles typographiques qui jouent entre typographie coréenne et latine, et avec un créateur typographique qui est pour moi le meilleur typographe du monde, qui s'appelle Han Sang-so, et qui a réécrit l'alphabet historique, qui fonde l'indépendance de ce pays. C'est un pays dont le 14 juillet, c'est la célébration de l'alphabet. La journée nationale de la Corée, c'est la célébration de l'alphabet. Vous pouvez vous imaginer, du coup, le statut qu'ont les typographes là-bas. On en rêve. On revient à l'atelier graphique, à la commande, au théâtre. La chose qu'on va voir ici, dans cette ville qui s'appelle Béthune, pour ce théâtre,
qui est un nouveau bâtiment. On travaille tout d'un coup là en photo avec ces signes qu'on a déduits de cette façade. C'est un théâtre dans la ville de Béthune qui, dans le bassin minier, à 20 km de Hénin-Beaumont, sur un territoire en crise, en désindustrialisation, où il y a ce très bel équipement culturel, un centre dramatique national, et en même temps où on s'est demandé avec la directrice, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui parler théâtre à un chômeur de cette ville, à un jeune de 20 ans. Comment on doit parler. Et nous, on essaye de faire vraiment ce qu'on appelle du design contextuel, c'est-à-dire chaque fois de se reposer la question quel langage il faut adopter pour parler juste, pour tenir compte du contexte, de l'environnement culturel, économique, social, des gens à qui on va parler, ils ressemblent à quoi, etc. Qu'est-ce qu'on a partagé, nous, qui ont Bac plus 5, avec cette jeune qui peut-être était dans une mission locale et qui cherche du boulot? Quel geste culturel ou artistique on a en commun? Bon, tout le monde de vous a un smartphone et fait des photos tous les jours, tout le temps. Et y compris parmi vous, on a le rituel des selfies, où on se met en scène. On peut aimer ça ou pas aimer, peut trouver ça narcissique ou pas narcissique. C'est pas la question. La question, c'est que c'est un geste théâtral. Et un geste théâtral qui ensuite est mis en image. Et aujourd'hui, dans le monde, je prétends que le seul geste qui est pratiquement universel, c'est celui-là. Et du coup, voilà, on a pris ça. On a pris cette question de prendre en portrait des anonymes. Ce n'est pas les metteurs en scène, ce n'est pas les vedettes, ce n'est pas les comédiens de ces pièces. Chaque fois, on leur dit, partagez une pièce, offrez un spectacle à quelqu'un d'autre dans cette ville, et votre geste sera celui qui va présenter une des pièces, qui va dire, par exemple, ce truc-là, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Les Jeunes, c'est elle qui le porte. C'est lui qui porte Requiem. C'est elle qui porte Sirène, etc. Et voilà, c'est ce jeu qui est maintenant le cœur de leur identité, et tout le monde participe, comme vous voyez. Il y a un autre, un des nouveaux théâtres qu'on a, c'est le théâtre de Tours. Ce théâtre s'appelle Théâtre Olympia, mais vous avez vu aussi que le logo, c'est devenu ce T-O. C'est le petit exposant en haut, et il suffit pour dire Olympia. Voilà. Et aujourd'hui, le raccourci qui marche très bien, c'est celui-là. On s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire de parler à un jeune de 20 ans? Qu'est-ce que ça veut dire, même pas seulement des jeunes, mais des gens pour qui le théâtre, c'est le théâtre. C'est un truc intimidant, il faut avoir tout lu pour avoir le droit d'y mettre les pieds. Et il y a ce côté grandiloquent. Leur truc, c'est plutôt de jouer des héros du quotidien dans leurs pièces de théâtre. Comment on peut dire ça? Et du coup, on leur a proposé un concept où les affiches sont des affiches de typographie, plutôt très grosses typos, comme si c'était un manifeste. C'est un peu un truc entre un manifeste dadaïste et un tabloïd anglais, avec un langage beaucoup plus cru. L'affiche de la première saison pour inviter les gens. Venez voir, c'est très incitatif, c'est très affirmatif, c'est comme des coups de poing, c'est comme s'il y avait un crieur, comme sur les marchés, à l'époque, dans la rue, qui parlait aux gens. Mais ça continue surtout, de nouveau, avec le fait qu'il n'y a pas seulement le titre du spectacle, Yvonne, princesse de Bourgogne, mais quelques citations qu'on donne en plus. Et par exemple, celle-là, c'était dans la note d'intention du metteur en scène, et qui décrivait le fait que Yvonne est une anti-héroïne. C'est une princesse molle, ennuyeuse, apathique, empotée. Et c'est ça qui fait son charme, c'est ça qui va révéler qu'elle est beaucoup plus forte que tous les autres personnages de la cour. Et je lui dis, mais disons-le.
disons-le sur une affiche et ne le laissons pas seulement dans ta note d'intention qui normalement reste secret. Il a joué le jeu, là aussi relativement courageux de faire ça. En plus, avec la deuxième citation, le réel qui cogne. Et voilà, on peut s'imaginer qu'on ne parle plus la grosse citation littéraire, bien faite, mais on est dans un autre code. Parfois des citations qui viennent d'ailleurs, parce que ce n'est pas une pièce de Borges, mais la metteur en scène a eu cette citation comme un leitmotiv de sa mise en scène. Et ça, c'est l'affiche des saisons de cette année où on monte en puissance, on joue encore sur des mots beaucoup plus raccourcis, beaucoup plus chantants. Et d'une certaine manière, la question, c'était de dire ce mot jouet qui pourrait être un peu infantile, le mettre en scène comme quelque chose qui est puissant. Et on voit aussi, ça c'est des affiches de cette année, que sur le même schéma, on joue plus la plasticité des lettres qui deviennent pratiquement des événements graphiques. Vous avez vu aussi qu'on joue sur ces dégradés, kitsch, un peu. Notre modèle, c'était des affiches du samedi soir dans des villes de province qui invitent au concours de t-shirts mouillés dans la discothèque du coin. Voilà. Allez, un troisième théâtre. Là, je vais laisser faire Vassili. Le théâtre de Malakoff, malgré travaille depuis 2000-2001, si je ne me trompe pas. C'est un record de longévité. C'est une belle exception qu'il y a une relation entre un studio de graphisme et une institution sur 15 ans. C'est assez rare, mais ça veut dire aussi qu'il faut savoir se renouveler. Donc au début, un directeur aussi qui est resté très très longtemps, 27 ans, Pierre Ascaride, jusqu'en 2010-2011, je crois, à peu près. Avec un caractère plus méditerranéen, on va dire. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu des affiches avec des fonds fluo et des grands pochoirs. Ça, c'était la ligne d'avant, qu'on a dû renouveler quand il y a eu le nouveau directeur qui est arrivé, Monsieur Roussillon, qui a accepté de nous garder, entre guillemets. Il nous a dit, bon, voilà, j'ai beaucoup aimé le travail que vous avez fait avant. Maintenant, faites-moi une proposition qui correspond à mon caractère à moi, à ma vision du théâtre. Un personnage beaucoup plus retenu, c'est le contraire de l'ancien qui était flamboyant. Lui était beaucoup plus retenu. Voilà, on était à l'opposé. Et la question, c'était comment une nouvelle ligne pouvait garder quelque chose de l'expressivité de l'ancienne, tout en étant complètement ailleurs, pas sur ces pochoirs en fluo, mais ailleurs. Voilà, un public aussi qui était très très habitué en fait à la programmation de Pierre Ascaride. Donc il fallait aussi le convaincre que le nouveau directeur allait faire un beau travail. La première saison, on leur a proposé une création d'un caractère avec juste des formes géométriques, des triangles, des ronds et des rectangles. Et du coup, c'était le titre qui devenait visuel. On restait sur un fond blanc. Donc on a gardé quand même une force assez importante en tant que visuel. Les gens, ils ont vu le changement de direction, mais ils ont pu en même temps reconnaître le Théâtre 71 et ça a bien fonctionné la première saison. Et du coup, troisième année, on part sur un petit défi où on s'est dit, là, on va créer un caractère qui pourra être avec plusieurs graisses et qui va être superposé presque à l'infini, pour pouvoir donner aussi un peu plus de couleur à chaque spectacle et pouvoir le différencier un peu plus, mais garder quand même une unité de la saison. On a créé, du coup, je ne me souviens plus, il y a 40 graisses différentes qui peuvent se superposer, donc vous pouvez vous imaginer qu'entre les couleurs, les différentes formes, on peut avoir un peu des nouvelles lettres presque à l'infini. Du coup, ça nous a permis en fait surtout de jouer également avec le logo. C'est-à-dire que chaque spectacle va générer au lieu à chaque fois de garder le même logo pour chaque affiche, ça nous a permis d'associer le logo avec l'affiche et de pouvoir jouer avec
Et du coup, ça nous donne en fait une énorme diversité. Là, on est dans un truc où il n'y a pas de logo dans le sens traditionnel du terme. Chaque spectacle va générer son logo. Le seul truc, c'est qu'il y a ce noyau dur du 71, théâtre 71, qui reste. Mais tout le reste se recompose. Pour quand même vous donner tout le spectre de nos créations, là, on re-switch dans le laboratoire total, à Graph Mobile, mais cette fois-ci, pas dans l'espace public, mais numérique. J'ai voulu, moi qui ne viens pas du tout du numérique, explorer, à me donner qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans. L'écran, a priori, me mettait à distance. C'est quelque chose qui est parfait, on ne peut pas le toucher. Là où je viens d'une culture du papier, qu'on peut toucher et qui est sensible comme la peau. Quand les techniques touch sont arrivées, où on pouvait intervenir dans les créations numériques, ça m'a intéressé puisque, premièrement, ça sort le spectateur de son rôle passif et il y avait de nouveau quelque chose de plus sensible qui se passait. Là, ça aboutit, cette recherche, sur un dispositif sur comment rencontrer son fantôme. Je pense que chacun en a. C'était une forme de comment on peut visualiser ça. Et vous allez voir que dans ce dispositif, qui travaille alors avec des formes assez cinétiques, on a la chance de rencontrer son fantôme ou de se transformer dans quelque chose de beaucoup plus monstrueux que ce qu'on veut bien voir. Et on va voir juste quelques secondes pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est. Comment vous avez choisi que ça serait du texte? Comment ça vous a vraiment basculé plutôt dans ce sens que l'image? Quelle était votre réflexion et comment vous êtes arrivé à ça pour le proposer par la suite? Globalement, parce oui. que pour vous, voilà, ce qu'on fait est dominé par cette question de texte. C'est pas seulement le théâtre de l'Athénée, je veux dire. Oui, non, pas seulement, mais même Voilà. que vous traitez le texte. Oui. C'est plus si vrai que ça. C'est une dominante, c'est une chose très forte et on est plutôt connu pour ça. Mais premièrement, quand vous voyez Béthune, mais quand vous voyez une signalétique que j'ai fait au Murau pour un pôle de service public, une crèche, une école primaire, etc., on s'est mis le défi de faire une signalétique sans les mots, uniquement avec des formes. Ça existe aussi. Mais je comprends, c'est vrai, c'est une chose forte. Parce que probablement je crois à la puissance des mots et ça m'intéresse surtout comment on peut faire réentendre des mots qui s'usent si vite. On voit à quel point des mots sont galvaudés en l'espace de quelques mois, un truc qu'on trouvait super comme formulation et le marketing a repris ça et on trouve ça horrible après, etc. Bon. Mais comment chaque fois on peut reconquérir la force du mot, ça m'intéresse. Si on veut creuser d'une manière presque psychanalytique, il y a une raison probablement autre. C'est pas ma langue maternelle, le français. Je suis allemand.
J'étais le plus mauvais élève en français dans ma classe de bac. J'avais fait que 2 ans en volontariat. Et puis, je ne raconte pas toute l'histoire, mais à un moment donné, je me décide de vivre ici. Et puis, du coup, quand même, la langue, pour un designer, est à travers la typographie, déjà une donnée extrêmement importante, centrale. Et en plus, ça ne suffit pas de faire du bon design pour convaincre quelqu'un. C'est-à-dire, quand vous, justement, négociez une commande, l'outil de la langue est prédominant pour pouvoir convaincre quelqu'un. Et probablement, ça a fait que, voilà, j'ai essayé de rentrer le plus possible dans cette autre langue pour me l'approprier. Et peut-être le travail avec des mots vient aussi de ce mouvement-là. Voilà. Il y a une vraie raison économique dans le sens où, oui, pour les théâtres, les subventions en fait baissent tout le temps. Donc du coup, malheureusement, plus aussi la possibilité de faire des lignes photographiques, par exemple. Très compliqué de s'associer avec un photographe pour payer le photographe, pour développer les photos, les tirages, et ainsi de suite. Il y a eu aussi un moment donné où il fallait s'adapter un peu, en dehors du fait qu'en effet, c'est la matière première aussi du théâtre, les mots. Donc, utiliser ça aussi. Même si les autres raisons restent complètement valables, c'est pas à sous-estimer. Et justement, c'est intéressant de voir, de discuter aussi du modèle économique dans lequel se fait ce type de graphisme. Je pense que c'est extrêmement important pour vous aussi, après. D'autant plus que la contradiction, c'est le graphisme montré. C'est ce graphisme-là. Je le regrette parce que j'aimerais bien... C'est le graphisme culturel. Les seuls lieux de monstration du graphisme, les seuls lieux de valorisation de notre métier, c'est des festivals graphiques comme Chaumont, Le Havre, Échirol, la Fête du graphisme, etc. C'est des publications comme Étape. Et qu'est-ce que vous voyez dans ces lieux ? À 99% que des choses culturelles, qui sont belles et on ne veut pas renoncer à nos théâtres. Mais comme designer, je peux travailler pour d'autres domaines. J'aimerais bien travailler pour, pourquoi pas, pour tel truc industriel ou pour tel PME, etc. Le problème, c'est que la culture de la commande du design, en France particulièrement, c'est vrai aussi pour d'autres pays, mais particulièrement là, en France, par cette autre histoire du graphisme qui s'est cristallisée autour de l'affiche et pas autour de la question du design global, comme dans les pays du Nord, fait que cette culture de commande du design est très faible dans d'autres secteurs que la culture. Pour vous donner juste une idée, dans le meilleur des cas, une affiche pour un théâtre peut être payée 2 000 €, une création d'un visuel. La même création, même avec moins d'efforts, pour un produit commercial, on aurait 20 000 €. C'est de 1 à 10. De 1 à 10. Après, les codes ne sont pas les mêmes et la liberté de création n'est pas la même. Ensuite, cette question de la typographie, pour moi, recoupe les 10 dernières années. La typographie qui était plutôt l'apanage des pays du Nord, et c'est internationalisé, c'est mondialisé, et y compris en France, du coup, les jeunes générations de graphistes qui surfent sur Internet comme tout le monde ont de plus en plus adopté ces codes. Mais c'est aussi en liaison avec le fait que le domaine de la culture, qui était avant un domaine d'abord et avant tout de production de sens, un metteur en scène, un directeur de théâtre, cherchait un graphiste qui sait traduire en termes de sens un spectacle. Comment tu vas me mettre en scène sur ton affiche le Hamlet ? La typographie donne la possibilité, parfois l'illusion, qu'on peut passer au-delà de cet espace de négociation complexe, et c'est neutre. Et un bon système typo, hop, toutes les affiches sont faites, on ne discute plus chaque affiche, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. Bon, quand vous voyez le système pour les théâtres de la colline, c'est un système absolument superbe en termes de maîtrise typographique, design global. Maintenant, voilà, je peux vous prédire l'affiche de la prochaine fois. C'est-à-dire, ce n'est pas une affiche qui travaille sur le sens de ce spectacle.
c'est un système graphique pour reconnaître un lieu institutionnel. Et du coup, la non-prise de risque de plus en plus affirmée des directeurs de théâtre, des metteurs en scène, des responsables de com, de se cogner cette question du sens, et les raisons économiques combinées ont produit cette prédominance de la typographie qui n'est pas seulement dans le théâtre, mais dans la commande de design en général en ce moment. Justement, ce que je trouve étrange, c'est que pour un anglo-saxon, entre guillemets, qu'est-ce qui vous a intéressé à venir travailler ici? Parce que les Allemands, en général, ont un piètre avis du graphisme français. Moi, j'ai fait mes études un peu en Suisse, donc c'est pareil. À chaque fois, les Français, plutôt rigolos, les rigolos là, qui font de la déco, ou je sais plus, il y en avait qui m'avait sorti un terme une fois qui était assez... pas artistique, pas de la typo artistique, mais enfin un terme assez péjoratif, genre, mais ça veut rien faire. C'est étonnant que vous, ça vous ait justement intéressé de venir ici. En plus, le style que vous adoptez, finalement, il ne correspond pas tellement à votre culture, non? Justement, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, le côté un peu... Métissé, oui, c'est un pays latin qui m'a corrompu, c'est sûr. Mais alors, je ne suis pas venu pour le design. Je suis venu pour une femme. Ah bon? Une vraie raison. Je vous crois pas. On vient pas pour le design. Faut pas le dire, là. Néanmoins, il y a... Alors, la question du regard, par exemple, de ces pays sur le graphisme français, c'est plus si vrai que ça. Il y a, par exemple, le graphisme culturel, le graphisme d'affiches, mais même le graphisme d'édition. Ce type de graphisme d'auteur, les Français sont plutôt en bonne position. Et du M&M, du Fanette Millier, du Matthias Schweitzer, ça s'exporte très très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est un segment. Effectivement, pour le reste du design, on n'existe pas. Là où, quand vous discutez avec Metadesign à Berlin, avec Total Design, qui sont des grandes agences de design, ou Pentagram à Londres, etc., là, ils disent, OK, c'est gentil, vous faites du graphisme pour des collectionneurs. Mais nous, on fait du design pour la société. Et c'est là la différence. Le challenge pour moi, c'était de dire comment, dans cette configuration-là, je peux me reconfigurer et peut-être contribuer à quelque chose qui n'existe pas autant, etc. Et ça fait que, en tout cas, moi, ça m'a métissé. Effectivement, il y a un mélange entre ces approches plus design global et cette question d'une approche plus latine, souvent plus dans l'émotion, plus dans la provocation, ou en tout cas dans une forme d'insolence ou de remise en question. Et ça m'intéresse beaucoup dans l'esprit latin qu'on peut avoir ici. Et je pense que ça ne nuit pas à une démarche de design. Donc vous ne vous sentez pas frustré, alors? Du tout. Bon, merci. Non, je ne resterai pas. Moi, je suis très très loin maintenant de là d'où je viens. Je ne pourrais absolument pas m'imaginer de retourner en Allemagne. Je suis culturellement, je suis ici. Donc l'amour vous a vraiment transformé? Absolument. L'amour tout court et l'amour du design ici, peut-être. Bien, alors Malte, combien c'est payé? Chaque figure de graphisme génère un emploi du temps, un rapport au client et un salaire, une économie, une rémunération. Ça serait bien de parler de ça, parce que souvent dans les écoles, on n'en parle pas assez. C'est difficile d'en parler dans une école parce que vous n'êtes pas encore dans ce contexte et du coup, raconter ça est toujours assez abstrait. Mais à un moment donné, il faut y penser. Ça permet souvent votre rêve que vous avez aujourd'hui en tête, qui se distingue de celui que nous, on avait quand on est sorti, de se mettre au plus vite à son compte et être indépendant ou freelance. Après, on découvre qu'indépendant, on n'est pas si indépendant que ça, mais on est dépendant de tout. C'est-à-dire dépendant du client, dépendant qu'il nous paye, et que du coup, si on conteste son arbitrage, et si on dit non, pour moi, je ne vais pas mettre le numéro de téléphone plus grand comme vous le demandez, parce que ça suffit complètement d'identifier cette chose-là. Et il dit, dans ce cas, je m'adresse à un autre graphiste, il y en a des milliers,
et tu es un petit jeune et je ne te paye même pas. Là, vous avez du coup la combinaison entre la question économique et la question de votre ambition professionnelle. Si vous voulez faire une belle affiche de graphisme d'auteur qui finit à Chaumont un jour, voilà, là, vous devez dire non à beaucoup de clients. Ou conquérir une petite niche avec un commanditaire complice, etc. C'est-à-dire, j'essaye de vous dire que la manière comment vous voulez faire du design ou du graphisme, le domaine que vous choisissez, influe sur votre économie. Si je suis dans la création de presse, c'est dans un hebdomadaire, je boucle un truc en espace de 3 jours et 2 nuits, et j'ai 3 jours libres après. Et c'est génial pour faire des week-ends prolongés, pour faire la fête, etc. Quand on a fondé une famille et il faut prendre les gosses le soir et on n'est pas libre parce que tout le temps charrette pendant 3 jours, là, quelqu'un va vous tomber sur votre tête et dire on va partager les tâches. Excuse-moi, quand on est dans une école justement qui fait des étudiants et qui ont engagé des anciens étudiants médecins, justement, qu'est-ce que tu recherches quand tu engages quelqu'un? Quelles sont les caractéristiques qui t'ont séduit chez Vassili, par exemple? En fait, Malte est venu à l'école en tant qu'intervenant pendant l'année post-diplôme. Et à l'époque, il cherchait un étudiant pour faire le site de Agraf Mobile. Et chose assez marrante, c'est que j'ai commencé le stage. Voilà, j'ai commencé le stage en janvier 2006 et je crois qu'on a fait le site de Agraf en janvier 2008. Donc on a mis quand même à peu près 2 ans parce qu'en fait, dès que je suis arrivé, il y a eu des concours qui sont tombés, qui ont fait que en fait, je suis resté à l'atelier et plutôt même print finalement, parce qu'au début j'étais plutôt venu pour un stage multimédia et finalement ça s'est développé en print. On est dans le cas classique, très bien, où un stage mène vers le boulot. Et où la personne a fait ses preuves dans un stage et on prend comme employeur le risque de dire ok, il y a encore 1 an ou 2 à investir, mais le potentiel est là et on y va. Quand tu poses la question de ce type-là, le problème c'est dans les studios surtout indépendants comme ça, mais pas seulement, c'est la même question dans une agence peut-être, de dire, toi c'est des très petites unités, 4 personnes, 3 créatifs. Tu dois t'entendre vraiment bien, d'être bien en face. C'est pas la grosse boîte où tu peux passer outre le caractère d'un tel parce que tu le rencontres pas tous les jours. Et bon, c'est comme dans un couple, il faut vraiment vivre ensemble. Et la question c'est, quand tu dis j'investis dans quelqu'un qui sort de l'école, 1 an ou 2 de formation, est-ce qu'il reste? Parce que là où on a tout perdu, c'est bien sûr quand il se barre après 1 an, où on commençait vraiment à super bien travailler ensemble. Là, ça commence vraiment à fonctionner. Et hop, je recommence à zéro. Merci, Malte. Super. Bon courage.